Bonsoir. La crise sanitaire actuelle de la Covid-19 nous a tous interpellés, ébranlé notre quotidien, notre travail et nos relations sociales. Au pays, cette pandémie a suscité de vives réactions. Inquiétude et peur de l'autre ont rythmé la vie des Calédoniens en mars 2020 et de nouveau en mars 2021. La Nouvelle-Calédonie est depuis le 11 avril dernier Covid-free. Néanmoins, cette méfiance envers cette pandémie est toujours présente. Mais quelle est son origine? Est-elle le fruit du fait colonial avec qui sont arrivées diverses épidémies qui ont marqué l'archipel calédonien? Celle-ci est-elle liée au traumatisme laissé par la lèpre, la plus ancienne maladie introduite en Nouvelle-Calédonie dont il reste encore des vestiges à travers le pays? Ou s'est-elle accentuée, accrue avec la montée en puissance des réseaux sociaux? Pour mieux comprendre son présent, il faut bien souvent connaître son passé. C'était le feuilleton de la semaine dans notre journal et on va en parler ce soir avec l'archéologue Christophe Sand. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Donc vous êtes en téléconsultation de l'île des Pins. Oui, c'est ça. Donc j'en parlais en début d'émission de la lèpre qui était une maladie déjà présente bien avant l'arrivée des missionnaires. Donc elle était présente chez nous mais à petite échelle. Donc c'est une maladie qui va être réintroduite au 19e siècle et là elle va se propager sur l'ensemble de l'archipel. Mais d'où est-elle originaire? D'où est originaire cette maladie? C'est une maladie très ancienne. Quand je dis très ancienne, c'est qu'on en a déjà la trace dans l'Ancien Testament. Donc elle est déjà présente en Méditerranée il y a probablement 3000 à 3500 ans. Et dans certains cahiers du Léviatique, en fait, on explique comment on doit faire avec des gens qui sont atteints de la lèpre, comment on leur donne à manger, comment on les isole, comment on doit surtout pas avoir de relation directe avec eux. Donc sur les vieux continents, c'est une maladie qui est très 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 ancienne. Donc en tout cas, cette maladie a quand même fortement marqué le pays. Encore aujourd'hui, il y a des vestiges qui nous rappellent ce passé douloureux. C'est ce que nous raconte Makalu Weda, fils de l'ancien petit chef de la tribu de Peng Alifu. Mais la monnaie le problème que on a des capres non mais que ça Amérique est gazette on a beaucoup on a des jaguar on coule comme la sineng non on a 1912 que c'est mais que la fin monnaie là quoi le rouge avec le digli transmet pas qu'on million avec le là la garde là on a attendre que on a mis le coup que tout ça comme Christophe, Makalu Weda le dit, les gens à l'époque avaient peur de cette maladie car elle faisait beaucoup de morts. Est-ce que l'on sait exactement combien de personnes à l'époque sont mortes à cause de la lèpre? Non, les chiffres sur la Calédonie sont malheureusement très peu précis. Jusqu'au début du XXe siècle, les historiens, les démographes historiques, les gens qui travaillent sur la démographie, en particulier kanak, considèrent qu'il faut attendre la Première Guerre mondiale pour avoir des vrais chiffres fiables. Mais effectivement, le nombre de morts par la lèpre partout sur la Grande Terre et les îles a été assez suffisamment important pour que les gens en aient gardé une mémoire. L'autre élément, c'est que le drame de la lèpre, c'est qu'elle imposait le confinement, déjà à l'époque. Et pour des sociétés océaniennes qui sont des sociétés de la famille, du clan, de l'échange, où on est dans le collectif, cette idée du confinement était quelque chose qui était extrêmement difficile socialement à supporter et à vivre au quotidien. Donc Makalu Weda nous parle également de ce vieux monsieur qui avait les mains et les oreilles rongées par cette maladie. Donc la lèpre est une maladie terrible parce qu'elle gangrène et mutile la peau. Elle isole aussi, comme vous l'avez dit précédemment. C'est une maladie silencieuse qui peut rester en sommeil pendant 20 ans. Donc j'imagine qu'à l'époque, ça devait vraiment être horrible pour les familles.
Alors, une des raisons pour lesquelles les gens ont gardé la mémoire aussi fortement de la lèpre, c'est parce que, en fait, contrairement à d'autres maladies comme la grippe ou la dysenterie, où les gens mouraient très vite, quand je dis très vite, ça pouvait être en quelques jours. En fait, avec la lèpre, on a un processus de mort relativement lent. Et donc, les gens se sont imprégnés de cette dégénérescence physique qui a en fait, qui était beaucoup plus visuelle et qui était du coup beaucoup plus traumatisant au quotidien. Donc au-delà de la mortalité et de la souffrance en fait à la fois des familles et des lépreux, la lèpre a eu un autre impact sur la population. C'est ce que l'on apprend à travers le témoignage de Manon Saouma. On regarde. J'étais heureux de fouler à nouveau les terres de mes ancêtres. Nous qui avons quitté Chila pour aller dans la tribu de Nang, et nous étions très contents de revenir chez nous, quoi. Après 60 ans d'expropriation. Quand on vivait à la maison, une chose qui me surprenait, c'est que lui, il avait sa vaisselle à lui. C'était interdit qu'on touchait sa vaisselle. Il fallait qu'il ait ses affaires personnelles à lui, qu'on n'a pas le droit de toucher. Mais même mon grand-père, il était avec son fils aîné, et quand ils sont sortis, il fallait pas se marier. Parce qu'il fallait attendre un temps de réadaptation après la sortie de Chila, l'effet du traitement qu'il fallait prendre, et c'est seulement au bout de 5, 6 ou une dizaine d'années qu'il fallait penser au mariage. Donc Christophe, pour éviter que la maladie ne se propage, donc des solutions ont été envisagées comme celui donc, du déplacement. On comprend bien à travers le témoignage de Manon Saouma que cette solution, même si c'était dans l'intérêt de tous pour éviter que la maladie ne se propage, a été vraiment mal vécue. Il parle d'expropriation et d'ailleurs il est content de pouvoir revenir donc, sur les terres de ses ancêtres. Donc finalement, en fait, cet accord à l'époque entre l'administration et les chefferies de faire de Chila en fait la léproserie centrale de l'île, c'était vraiment une véritable douleur en fait morale pour les habitants. Effectivement, ça a impacté, là il y a l'exemple de l'Ifou, mais il y a d'autres exemples, on peut par exemple penser également à Bélep. On avait besoin d'un endroit qui soit isolé, d'un endroit où personne ne viendrait réellement tourner autour ou avoir des habitants très proches. Et du coup, il a fallu effectivement, pour une grande île comme l'Ifou, choisir un endroit et en exproprier, si le terme convient, en faire partir les gens qui habitaient à cet endroit-là. Mais par exemple, sur Tiga, les gens habitaient en bord de mer et les lépreux à Tiga étaient sur le plateau, extrêmement isolés également. Et là, du coup, on avait trouvé une solution qui était pour Tiga une solution foncière un petit peu différente. Donc, est-ce que donc il y a eu ces déplacements en fait pour éviter que la maladie ne se propage, mais est-ce qu'il y a eu des conflits tribaux donc qui ont suite à ces déplacements justement? Non, on n'a pas réellement de tradition sur des conflits tribaux directement liés à la mise en place des léproseries. Par contre, il est évident en Calédonie comme partout ailleurs que l'arrivée de nouvelles maladies a déstructuré une partie des anciennes relations sociales, en particulier parce que dans un premier temps, les gens ont considéré que les maladies, en fait, c'était des boucans. C'était des choses surnaturelles qui avaient été envoyées par d'autres. Et du coup, effectivement, ça a créé ou multiplié des conflits entre chefferies à travers le Pacifique, en fait. Quand on regarde la première moitié du 19e siècle à travers le Pacifique, les Océaniens sont énormément en guerre les uns avec les autres, bien plus qu'au XVIIIe siècle. Donc on le voit aussi à travers donc, cet extrait en fait, que l'on a découvert précédemment, à travers le témoignage de Bella Lallier, que donc, son père et son grand-père donc, avaient donc, la lèpre, donc ils sont sortis de la léproserie, mais que même une fois guéris, la maladie même une fois guérie, la vie ne reprend pas son cours normal. Donc ça devait vraiment pas être simple pour les anciens malades, mais aussi pour la famille, parce qu'il y avait toute une organisation à mettre en place au sein donc, du foyer.
Quelque part, les gens, avec d'un côté leur vécu, et puis d'un autre côté les informations médicales, j'allais dire européennes, savaient que, eh ben voilà, pour la nourriture, il fallait faire attention à pas mélanger les assiettes, pas mélanger les couverts, et ça nous rappelle des choses d'aujourd'hui. Hein. Quand vous êtes aujourd'hui en quatorzaine, on vous dépose votre plateau devant votre chambre d'hôtel, mais il n'y a pas de contact direct. Et une fois que le plateau il est récupéré, il est nettoyé très fortement pour bien éviter qu'il y ait transmission de virus et bacilles. Donc c'est une maladie du passé qui est toujours bien présente donc, dans le monde. En Nouvelle-Calédonie, donc la léproserie du Causse a fermé en 2016, faute de patients, mais le pays compte tout de même 168 malades, une maladie facile à traiter aujourd'hui, mais qui reste encore tabou, finalement. Oui, elle reste encore tabou parce que c'est une maladie dégénérative, c'est une maladie qui marque l'individu, mais je vous ferai remarquer que ce n'est pas la seule maladie qui est taboue aujourd'hui dans le monde, malheureusement. Alors, est-ce que ces traumatismes donc, sociétaux liés à la lèpre peuvent expliquer qu'aujourd'hui, il y a cette crainte envers donc, la Covid-19 ? Alors, il y a effectivement la lèpre, mais ce qui fait cette crainte, en particulier dans le Pacifique, c'est que le Pacifique, au XIXe siècle, les populations océaniennes ont été frappées durant quasiment tout le XIXe siècle par une multitude de nouvelles maladies qui très souvent ont été des maladies de type épidémique, qui ont fortement diminué le nombre de populations dans chacune des îles. Du coup, effectivement, il y a ce souvenir, même s'il n'est pas avec des chiffres, mais c'est néanmoins un souvenir traumatisant, multigénérationnel, que les maladies ont amené certaines des populations océaniennes quasiment à la limite de la disparition au XIXe siècle. Donc en tout cas, du fait de sa situation géographique, la Nouvelle-Calédonie, pendant des siècles, a été préservée, je dirais, des épidémies qui ravageaient d'autres pays donc, du Pacifique. Comme les marquises, on écoute Christophe, ce que vous nous dites. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la population des îles Marquises perd entre 95 et 96% de sa population en un siècle et demi. Pour dire ce que ça représente au niveau humain, là où vous aviez 100 personnes qui habitaient, il n'en reste plus que 4 ou 5. Donc une épidémie de variole en Marquise qui a décimé donc, la population de l'époque. Alors la Nouvelle-Calédonie aussi va être touchée par d'autres maladies donc, que la lèpre. On en parle dans notre chronique. Bon à savoir, jingle. Monsieur Sand, au XIXe siècle, donc, il y a de nouvelles épidémies qui arrivent, vous l'avez dit précédemment, donc, dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà. Et donc justement, j'ai fait une petite frise chronologique. Donc vous allez devoir me dire, donc on ne va pas toutes les citer, mais je pense qu'il y a des épidémies qui ont plus marqué l'archipel que d'autres. Et si vous pouvez aussi nous donner, si bien sûr on les a en fait, s'il y a eu des morts, si on a un nombre, bien sûr, ça serait bien aussi. Et est-ce que ces épidémies ont touché en fait l'ensemble de l'archipel ou une partie en particulier donc de l'île, d'accord ? Donc c'est parti, je vous écoute. Donc au 19e siècle, qu'est-ce qu'on avait comme maladie ? Alors au 19e siècle, on a énormément de maladies qui arrivent, virales. On a la grippe, la tuberculose, la rougeole. Ok. Allez-y. Donc je mets grippe. Je vais noter comme ça. Vous avez dit la rougeole. Voilà. Rougeole. Tuberculose. Tuberculose. Ok. La dysenterie. Alors, dysenterie. Voilà. La syphilis et la gonorrhée. Bon, alors je crois que j'aurai pas de place, on va le... Voilà, maladie sexuellement transmissible, bon, je vais vous avez MST qu'à mettre. alors.
Voilà, exactement. abréger. Voilà, ça prend moins de place. Voilà. Voilà, voilà. Ces maladies, elles sont de type épidémique, c'est-à-dire qu'elles se répètent et comme elles sont dans des populations mélanésiennes qui n'ont jamais vu ces maladies avant, en fait, le drame, c'est qu'elles prennent un caractère, j'allais dire, épidémique monstrueux. Quand je dis monstrueux, c'est que il y a certaines épidémies décrites par les premiers missionnaires à Balad Puebo, où les missionnaires, ils écrivent dans leurs lettres que près de la moitié des personnes qu'ils connaissaient ont disparu dans une épidémie. Ah oui. Là, je parle de 1846, fin de l'année 1846. Du coup, les Européens ont souvent du mal au XIXe siècle à caractériser exactement ce que c'est comme maladie. Et on a toute une série d'épidémies que finalement les témoins oculaires européens ont du mal à vraiment quantifier. C'est 20%, 30%, parfois jusqu'à 40% d'un groupe de population qui disparaît. Ces épidémies extrêmement fortes vont en parallèle avec quelque chose qui est plus sournois, c'est-à-dire que ces maladies, en fait, elles sont également là tout le temps, pas seulement à un moment d'épidémie. Okay. Et donc, elles continuent à faire mourir les gens à moins forte proportion, mais sur le long terme, en fait, sur des dizaines d'années, ça représente un nombre de populations quand même relativement important. Donc là, c'était au 19e siècle. Au 20e siècle, est-ce qu'on a d'autres maladies ? On peut donner deux exemples. C'est la peste. Et puis au début du XXe siècle et également au début du XXe siècle la grippe espagnole, qui est la première pandémie mondiale à la fin de la Première Guerre mondiale, qui va finalement traverser l'ensemble de la planète. Et pour vous donner un exemple, je ne connais pas le chiffre pour la population kanak, mais à Tahiti et à Samoa, en 1918, cette grippe espagnole entraîne la disparition de 20% de la population tahitienne et samoa. D'ailleurs, il me semble que pour la peste, il y avait déjà un confinement à l'époque qui avait été mis en place au port de Nouméa. Donc voilà, la Calédonie. Absolument, on avait pris on avait pris les gens les plus terribles, c'est-à-dire les bagnards, et on les avait mis effectivement à mettre des protections autour du port de Nouméa. Et donc enfin, bon là on peut mettre, là c'est le Covid-19. Donc justement, en fait, là on peut dire que finalement la Nouvelle-Calédonie, au même titre que l'ensemble du pays, donc des pays du Pacifique, a un passé douloureux, je dirais, lié donc aux épidémies. Un passé qui a refait surface, je dirais, en mars 2020, lorsque les premiers cas de Covid-19 donc, ont été détectés. Là, les instances coutumières à ce moment-là du pays sont montées au créneau et ont demandé que des mesures plus strictes donc, soient mises en place pour éviter que le virus ne circule au pays. Hippolyte Sinewami, président du Sénat coutumier à l'époque, nous fait part donc, de son ressenti. On l'écoute. Pour éviter l'introduction du virus, l'institution souhaite que le gouvernement mette en place des mesures plus strictes, dont la fermeture du trafic aérien international. Un avertissement qui ne sera pas pris en compte par l'exécutif, mais qui sera réitéré le 17 mars à travers un communiqué. On va dire que c'est de la frustration et puis de l'incompréhension. Il y a ces deux domaines où nous, en fait, on va penser à la protection de la population. Et d'un autre côté, on va penser à l'économie. Je dis, on n'est pas contre les politiciens, mais on est une force de proposition. La crainte aussi qu'on avait, c'était que une fois que la maladie elle rentre, comment on va gérer la crise, tout ça là. Alors Christophe, est-ce que cette réaction du Sénat coutumier fait écho à ce passé colonial qui a connu donc de multiples épidémies ? Certainement, il y a aucun doute là-dessus. Il y a une mémoire collective qui est une mémoire de tradition orale, mais probablement, vous savez, aujourd'hui, les scientifiques démontrent qu'on a une mémoire dans notre ADN.
des grands malheurs qu'ont subis nos ancêtres. Et cette réaction des autorités coutumières en mars 2020, qui finalement a été soutenue par toute une partie de la population calédonienne, pas seulement les Kanaks, il y a énormément de non-Kanaks qui en mars étaient contents de cette prise de position extrêmement forte des autorités coutumières pour isoler le pays. Et effectivement, cette façon extrêmement forte de réclamer que les frontières soient fermées est directement liée à une mémoire collective d'une période de l'histoire kanak et océanienne extrêmement douloureuse. Donc vous parlez donc de cette mémoire collective de ce passé douloureux avec ces épidémies, mais aujourd'hui à notre époque les réseaux sociaux aussi sont très présents, plus de la moitié de la planète les utilise. Alors concernant la crise de la Covid-19, on a vu fleurir sur la toile de nombreux hashtags, mais également des fake news. Est-ce que vous pensez que cette méfiance envers cette crise sanitaire de la Covid-19 s'est accentué encore plus avec la montée en puissance des réseaux sociaux? Certainement, les réseaux sociaux aujourd'hui changent la manière dont toute une partie, en particulier de la jeunesse, mais également des adultes, perçoit la réalité d'une information. On doute des scientifiques et une partie de notre jeunesse a été élevée avec les réseaux sociaux où vous avez le doigt en haut ou le doigt en bas. Doigt en haut, doigt en bas, ça veut dire que vous avez que deux façons de voir. Du coup, toute la complexité scientifique et sociétale, en fait, vous pouvez pas la résumer en un doigt levé ou un doigt baissé. Et la force des réseaux sociaux est effectivement aujourd'hui de polariser les discours et les approches autour de cette histoire de la Covid dans une forme qui n'aurait pas pu être imaginée il y a 40 ans. Monsieur Sand, notre émission arrive à son terme. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée à vous.